Bonjour à tous. Oula, je vais pas parler trop fort parce qu'on m'entend très bien. Du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon. Naomi Daculsi, je suis chargée de mission au pôle Pépite. Merci à la classe qui est présente aujourd'hui pour assister au café et à nos invités et à la promotion Pépite 2021 qui va après pouvoir se présenter. Aujourd'hui, je laisse la parole à Océane NG, du coup, qui est aussi étudiante entrepreneuse cette année à Pépite. Et donc, je vous invite à l'encourager, parce que c'est pas un exercice facile de prendre la parole devant du monde, surtout en amphi. Donc, on va l'applaudir déjà pour commencer, ce sera sympa. Donc, je lui laisse la parole et je vous souhaite à tous un bon café sans filtre. Merci. Alors bonjour à tous. Donc pour le deuxième café sans filtre, le thème sera la clé de la réussite. Donc tout d'abord, on va remercier les membres fondateurs de Pépite, à savoir le vice-rectorat, la CCI, le GC Pacifique Sud, l'incubateur de l'ADECAL et l'UNC, ainsi que les partenaires qui encouragent Pépite et les tutrices et tuteurs qui ont eu confiance en nous et qui souhaitent nous aider à poursuivre sur notre projet. Donc pour commencer, on va faire une rapide présentation de nos pépites, de tous leurs projets. Ils vont se présenter avec leur nom. Ensuite, on va enchaîner sur une présentation de Maëva Ribé sur réussir son projet. Ensuite, par la suite, on aura une table ronde avec trois intervenants. Donc Gabriel Apagnanou. Levez la main, merci. Victor Kebeisi, consultant chez Anas Management NC, merci. Et Jean-Marc Brécard, gérant de Cochidis et de MAM, l'assistance connectée. Merci. On finira par un café croissant, bien sûr. Donc là, je vais laisser la parole à mes collègues. Il va falloir qu'il y en ait un qui se désigne. On commence par Erwan. Bonjour, du coup, pour ceux qui ne savent pas encore, je développe une application web destinée aux professeurs de mathématiques. Voilà. Oui, Erwan Carbrat aussi. Bonjour, donc moi je m'appelle Emeline. Avec ma collègue Déborah, on a un produit révolutionnaire à haute valeur environnementale qui est, nous, notre idée, c'est de faire venir ce produit. Donc, c'est un même produit qui a différents domaines d'application. Donc, à la fois pour le bien-être animal, pour l'agriculture, pour la dépollution de l'eau et des sols. Donc, voilà, c'est la force de ce produit, c'est qu'il y en a un pour différents usages. Et c'est un produit à base de micro-organismes. Donc, des petits organismes qui favorisent la vie et qu'on aimerait mettre partout pour avoir un environnement plus sain et plus agréable. Voilà, tiens. Du coup, moi, mon projet, c'est de reprogrammer les voitures afin de gagner haute performance, optimiser les moteurs pour baisser la consommation et puis pour un meilleur agrément de conduite. Voilà, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Damien et avec mes camarades Lucas et Ludovic ici présents, on est en train de monter une application qui allie la littérature, les jeux et les crypto-monnaies. Bonjour, je m'appelle Fenrino. Mon projet, c'est de pouvoir mettre en place un food truck, donc d'apporter un concept nouveau, différent, qui sera autre chose qu'à part les hamburgers, les tacos, les hot dogs, ce que vous voyez ici. Donc, j'aimerais faire la différence avec ce qui existe déjà ici et apporter un plus. Voilà, merci. Bonjour, donc moi c'est Fanny Allenbach. Mon projet ce serait de développer un laboratoire de cuisine partagé. Donc on serait plusieurs entrepreneurs dans le milieu de l'alimentation à utiliser ce laboratoire. Voilà. Bonjour, je m'appelle Manaëzi. J'ai pour projet d'aider les particuliers qui ont des biens à la vente à vendre leurs biens, à mieux mettre en valeur leurs biens pour les vendre. Donc je ferai tout un outil sur Internet pour les aider étape par étape dans le cheminement d'une vente immobilière. Voilà. Bonjour, je m'appelle Henriette. Mon projet, alors je souhaite produire bio et commercialiser une éponge végétale du nom de Loufa. Et donc, c'est une alternative aux éponges synthétiques. Voilà, merci.
Et moi, mon projet, c'est de faire un lieu de création, de partage et d'échange dans lequel tout ce qui se réfère à l'art aura sa place. Donc toutes les formes de l'art en Nouvelle-Calédonie. Merci à nous. Donc maintenant, on va enchaîner sur la présentation de Maëva. Je vais lui laisser la parole. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, ok, super. Je me présente déjà, Maëva Haribé. Donc, je suis co-gérante et co-associée de la société Impulsion, qui est une société qui existe depuis maintenant 11 ans, qui a beaucoup évolué en fonction des besoins des clients que l'on rencontrait et qui aujourd'hui s'adresse principalement dans le secteur commerce et grande distribution, mais également aux sociétés de services. Et l'idée, c'est de répondre en fait aux différents besoins que peuvent rencontrer ces entreprises quand elles ont besoin de développer leurs activités ou lorsqu'elles veulent se diversifier ou optimiser en fait leur gestion. Donc nous avons plusieurs pôles de compétences au sein de la société, à savoir un organisme de formation, un pôle digital et un pôle plus dédié à la restructuration, à l'audit et à l'accompagnement. Donc voilà. Moi, pour comprendre un petit peu comment on est arrivé ici, effectivement Impulsion, mais plusieurs années en audit, commissariat aux comptes, restructuration d'entreprise. Donc ça m'a permis de me rencontrer plusieurs entrepreneurs, donc de pouvoir vraiment avoir une expérience assez enrichie, puisque j'ai vu plusieurs secteurs différents, plusieurs problématiques différentes. Et au fur et à mesure, ça m'a permis de mieux en mieux accompagner les dirigeants dans leurs problématiques. Donc aujourd'hui, j'essaie de rassembler quelques clés de succès pour un peu vous accompagner dans la problématique comment réussir mon projet. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors je suis un petit peu comme une étudiante aujourd'hui parce que c'est la première fois que je fais une conférence. Alors du coup, impeccable, merci. Donc au niveau de la réussite, il y a effectivement des définitions un peu plus pragmatiques, mais il y a surtout au début une définition personnelle. Chacun a sa définition propre en fait de la réussite, et c'est important que vous puissiez l'écrire et la définir. Souvent, c'est par rapport à notre parcours, à nos envies, aux différentes problématiques que l'on a rencontrées dans la vie. Des fois, on veut réussir pour prouver quelque chose, ou juste pour pouvoir être indépendant de manière financière, pour pouvoir voyager. Et c'est important de pouvoir écrire en fait ce qui vous motive initialement dans vos projets. Car c'est intéressant de voir après comment les motivations personnelles peuvent évoluer. Car souvent, ce sont les motivations les plus personnelles et qui génèrent aussi des émotions qui vont vous permettre de prendre des décisions. Alors, d'un point de vue un peu plus pragmatique, la réussite, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas forcément de recette miracle. C'est pas checklist en fait de la réussite. Et puis du coup, une fois que j'ai fait ma checklist, j'ai réussi mon projet. C'est quelque chose qui s'apprend. Faire un projet, lancer une entreprise, c'est un ensemble en fait d'expériences qui vont s'accumuler. Des expériences parfois confortables, parfois un peu moins confortables. C'est l'idée un petit peu de l'aventure. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre plein de choses. Et ce sont ces apprentissages qui feront que vous pourrez affiner votre vision de l'entreprise, la vision de votre produit, la vision de votre succès. Deux autres points qui sont importants dans la réussite, c'est comprendre les process qui sont à employer pour transformer une idée de produit ou de service en une activité viable à long terme. Vous pouvez avoir une grande motivation sur la création d'un produit ou d'un service, vous pouvez y croire parce que vous avez eu cette bonne idée géniale, parce que des gens autour de vous vous ont dit qu'effectivement c'était une super idée, au sein de votre famille, au sein de vos amis ou en lisant des articles. Mais une idée, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir la transformer après en une entreprise viable et surtout qui continue sur le long terme. On va voir après comment ça se passe. Et ensuite, l'autre point clé, c'est le client. Le client, c'est-à-dire un produit, un service, une structure d'entreprise est important, mais il faut vraiment comprendre en fait la place du client aujourd'hui dans l'entreprise. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on avait tendance à créer des produits ou des services et de se dire avec une bonne communication, je vais intéresser le client potentiel qui va devenir un client, il va venir chez moi, il va acheter mon produit, il va utiliser mon service, il va avoir une bonne expérience, il va en parler autour de lui et du coup, on va progresser comme ça.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus les choses s'inverser et du coup, l'idée c'est plutôt d'avoir une bonne compréhension du client et de se dire comment je résous le problème d'un client. On va voir un petit peu des clés comme ça pour comprendre un peu mieux comment comprendre le client et répondre aux besoins du client. Parce qu'après tout, le client qui va venir chez vous, ça va être pour répondre à un besoin. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, donc ce ne sont pas les idées qui apportent le succès aux personnes, mais les personnes qui apportent le succès aux idées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous pouvez avoir une idée géniale, mais si vous n'avez pas la bonne structure, si vous n'avez pas la bonne organisation, si vous n'avez pas la bonne équipe avec vous, ou les bonnes compétences, ou la bonne compréhension en fait, du besoin du client, ça sera difficile d'arriver au plein succès de votre produit ou de votre service. Alors, on va d'abord parler de vous. Après, on parlera de l'entrepreneuriat et ensuite de votre équipe. C'est 3 dimensions qui sont vraiment importantes en fait, pour le succès. Il faut vraiment considérer, pour moi, ces 3 dimensions. Vous êtes au cœur du projet et vous avez une place vraiment importante. Et parfois, on peut s'oublier au cœur d'un projet ou d'une entreprise et on va voir un petit peu quels sont les points importants là-dessus. Ensuite, il y a l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vraiment en termes de gestion de l'entreprise, en termes de stratégie, quelles sont un petit peu les clés au niveau du client. Et ensuite, votre équipe. L'équipe est un point très important. L'équipe, ça va être les compétences avec lesquelles vous allez vous entourer. Ça va être ceux aussi qui vont véhiculer en fait la vision de votre entreprise et qui vont vous accompagner dans les différentes problématiques. Alors vous concernant, les points qui sont importants quand on veut réussir un projet, c'est d'abord le capital social. Qu'est-ce que c'est que le capital social? Ça va être votre réseau. Rencontrez le plus de personnes possible. Faites-vous un réseau important, allez à la rencontre des gens, que ce soit dans votre entourage proche, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau d'autres entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs, des personnes plus âgées. Essayez de vous faire un réseau. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez avoir besoin de ressources, ce sera toujours très important d'aller chercher ces ressources au sein de votre réseau. Que ce soit des ressources que vous allez après embaucher ou des ressources extérieures pour pouvoir avoir besoin de compétences à un moment donné. De plus, ce réseau va vous permettre aussi de pouvoir discuter avec des personnes qui ont réussi, ou même qui ont échoué, mais en tout cas qui ont travaillé, qui ont eu de l'expérience, et qui pourront vous rapporter en fait cette expérience-là. Donc ça, c'est très important. Ne restez pas enfermés chez vous. Voilà, c'est ça l'idée. Allez à la rencontre des gens, parler, discuter. Parce que même des fois, ça peut même vous apporter une idée neuve, ou renforcer, valider, ou vous faire un petit peu modifier vos idées de départ. Ensuite, la formation et l'expertise, c'est important. Il est important déjà pour vous de savoir quelles sont les compétences que vous avez et que vous pouvez apporter dans votre projet. On n'a pas toujours toutes les compétences pour bien réussir son projet. Et de toute façon, on ne peut pas être tout seul à tout faire. On explose. Et tous ceux qui ont essayé de faire ça, souvent se sont fait assez mal. Donc voilà. Donc déjà, essayez d'avoir vraiment connaissance avec humilité, de se dire voilà, quelles sont mes compétences, où est-ce que je suis bon, et surtout mon projet, quelles compétences a besoin mon projet? Est-ce qu'il a besoin de compétences techniques particulières? Par exemple, le food truck, quelles sont les compétences particulières pour la gestion de la cuisine et la gestion de l'hygiène, par exemple? Voilà. Est-ce que ça, vous êtes bon là-dessus? Oui, non. Sinon, peut-être qu'il va vous faire accompagner par quelqu'un qui est expert là-dedans, par exemple. Voilà. Essayez de déterminer quelles sont les expertises nécessaires à votre projet, lesquelles sur lesquelles vous êtes bon et lesquelles il va falloir aller chercher à l'extérieur. Ensuite, en termes de caractère, proactif, ça paraît assez évident. Si vous restez chez vous dans votre fauteuil, il ne va pas se passer grand-chose. Et une grande persévérance, parce qu'effectivement, on peut faire face à des refus, à des échecs, à des sentiments inconfortables, à de l'impatience. Donc, il faut persévérer. Je vous invite à lire, aujourd'hui il y a énormément de littérature sur les différents grands chefs d'entreprise qui ont fait le monde d'aujourd'hui. Lisez ces livres, ils sont très intéressants et vous verrez qu'en fait personne n'est arrivé au succès auquel il est aujourd'hui en quelques jours, quelques semaines ou en très peu de temps et surtout sans moments difficiles. Alors de la persévérance mais avec une saine dose de prudence, effectivement. C'est risqué de monter un business, mais par contre, il n'y a aucun succès qui est lié à une prise de risque, clairement. C'est pas parce que vous allez prendre plus de risques que vous allez réussir plus vite, mieux. Ce n'est pas vrai. Ce qui est important, effectivement, c'est prise de risque,
mais avec prudence. Mesurez les risques que vous prenez. Vous sachez au moins les quantifier. Vous prenez un risque. Est-ce que ça met en danger mon entreprise ou pas? Est-ce que ça met en danger mon équipe ou pas? Et si jamais, effectivement, je perds mon pari, combien ça me coûte? Est-ce que je peux payer ce que ça me coûte? Voilà. Et à ce moment-là, vous décidez après de partir ou pas dans votre pari. Et bien sûr, de la curiosité. Ce que je disais tout à l'heure déjà au niveau de votre réseau, soyez curieux, rencontrez des personnes, lisez des livres, allez sur Internet. Aujourd'hui, l'information est très facile d'accès et je vous invite vraiment à vous cultiver, que ce soit dans votre domaine d'activité, dans le domaine de la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Ça peut vous donner des idées. Et voilà. Sachez prendre du recul. C'est important, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé un petit peu de la motivation, etc. Mais prendre du recul, c'est ne pas rester constamment dans l'énergie de votre projet. C'est très important. Sinon, à un moment donné, vous n'allez plus voir forcément l'essentiel. Essayez de vous faire un planning où chaque semaine ou chaque jour, si possible, si vous êtes vraiment à fond dans votre projet, plus vos études, de trouver un temps où vous pouvez vraiment lâcher prise. Un sport, les jeux vidéo, n'importe quoi, ça vous regarde et ça vous appartient. Mais l'idée, c'est de trouver un temps où vous pouvez vraiment prendre du recul, ou un week-end où vous partez en mer, vous faites quelque chose qui vous permet en fait de prendre ce recul-là. Et parfois, c'est vraiment nécessaire quand il y a des échéances ou un peu de pression. Au lieu de vouloir y répondre tout de suite, vous prenez le temps en fait de prendre l'air, de faire ce qu'il vous faut pour vous dégager du temps et prendre de meilleures décisions. Apprenez à vous connaître, c'est un point très important. Des fois, on pense se connaître et ce sont les expériences qui nous montrent qu'on ne se connaissait pas vraiment ou qu'on n'avait pas capté qu'on avait telle limite. Et essayez de les écrire. Essayez de prendre un petit carnet aujourd'hui et d'écrire en fait quelles sont vos limites. Quelles compétences vous pensez avoir, quelles limites vous pensez avoir, et régulièrement vous revenez dans ce petit carnet. Et vous voyez si l'expérience, dans la manière dont vous avancez dans vos projets, si l'expérience vous montre que vous aviez raison ou pas, et si vous aviez tort, ben, y mettre en fait les raisons dessus, qu'est-ce qui vous a amené à ça, et comme ça vous allez vous rendre un peu plus performant. Donc, identifiez ses limites et ses points forts, c'est important. Identifiez quelle place vous devez prendre pour vous épanouir, et reconnaissez pourquoi vous voulez réaliser ce projet. C'est important de le réaliser pourquoi vous voulez réaliser ce projet, parce que c'est vraiment ce qui va motiver en fait vos décisions. C'est ce qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Et la place que vous voulez prendre pour vous épanouir, elle est primordiale. Souvent, quand on monte un projet, on a envie un petit peu de tout faire. On a envie d'être un petit peu dans tous les différents domaines, à la fois dans la gestion, à la fois sur le terrain, à la fois dans la production. Et malheureusement, des fois, on est un petit peu éparpillé dans tout, on se partage, et des fois, on peut être frustré parce qu'au final, on n'arrive pas véritablement à faire ce que l'on veut faire. Ou par exemple, on va essayer de trouver un exemple. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous, je crois, qui a un projet de restauration? Alors, j'ai regardé un petit peu. On va essayer de prendre un peu des exemples avec vos différents projets. Fanny, qui a un labo de cuisine partagée. Voilà, super. Donc, tu fais ça pourquoi? Parce que tu es passionnée par la cuisine, par exemple? Super. Donc, admettons que tu montes ton projet, ce projet se réalise, et du coup, tu deviens chef d'entreprise, tu as une équipe, tu as un laboratoire, et au final, au lieu d'être les mains à la cuisine, à faire des recettes, à être avec tes équipes ou tes clients, tu te retrouves dans ton bureau à gérer l'administratif, à faire la RH, et à faire en fait tout ce que, tu ne sais pas faire, ce que tu n'avais pas envie de faire, et ce qui t'épanouit absolument pas. Et ça, des cas comme ça, j'en ai tous les mois. Voilà. De personnes qui sont passionnées par leur métier, qui ont voulu, passionnées, pardon, par leur technique, et qui ont voulu en faire leur métier, et qui se retrouvent à la mauvaise place. Donc sachez tout de suite, en fait, à quelle place vous voulez être, pour pouvoir vous faire accompagner par des personnes qui vont prendre les places que vous ne voulez pas prendre. Ça, c'est une clé de réussite personnelle, voilà, et qui est très importante. Plus vous serez épanoui dans votre métier, dans votre projet, et plus votre projet forcément progressera. Voilà. Et le dernier point, intégrer votre projet professionnel au sein de votre projet de vie. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, parce que souvent, en fait, on pense au domaine professionnel. Je veux réussir professionnellement, je veux réussir, aller peut-être avec une famille, avec mes amis, et on oublie en fait tous les autres projets. Dans la vie, il n'y a pas que 3 domaines. Il y a tout plein de domaines.
professionnel, financier, matériel, sentimental, la parentalité, la vie sociale, la vie sportive, la spiritualité, la vie artistique. Tous ces domaines-là sont importants. Et souvent, on s'aperçoit dans la vie, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, qu'en faisant des choix pour un ou deux domaines de cette liste-là, on compromet plusieurs autres domaines. Et c'est ce qui peut créer après des frustrations, et ce qui fait qu'on ne trouve pas forcément une harmonie et un bon équilibre dans sa vie personnelle. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, parce que c'est super, vous êtes encore jeune et vous pouvez encore décider de plein de choses, tout n'est pas encore trop cloisonné, du coup, c'est en tous ces différents domaines-là, vous aurez la liste, vous pourrez recevoir le PowerPoint après chez vous, c'est d'essayer de déterminer quels sont vos 3 ou 4 objectifs dans chacun de ces domaines. Vous déterminez chacun des objectifs que vous voulez. Comment, pour vous, réussir dans les activités physiques, l'artistique, le financier, le matériel, la spiritualité, la santé? Qu'est-ce que c'est que pour vous de réussir dans ce domaine-là? Et vous aurez comme ça une liste de domaines avec des objectifs de réussite de chacun de ces domaines. Et à chaque fois dans votre vie que vous aurez une décision à prendre, même si c'est juste pour votre projet ou sur l'un des domaines, vous poserez la question, est-ce que si je prends cette décision, cela compromet d'autres domaines de ma vie? On va donner un exemple. Oh, je reprends le food truck. Du coup, vous avez votre food truck et ça se passe bien et vous êtes content parce qu'admettons que votre projet, c'est effectivement d'être dans le secteur de la restauration, mais ne pas avoir tous les inconvénients de la restauration qui est de travailler le soir et le week-end, puisqu'avec le food truck, du coup, vous avez votre food truck par exemple tous les midis dans une zone en fait industrielle et donc ce rythme-là vous suffit. C'est super. Et du coup, ça vous permet effectivement de répondre à d'autres objectifs de d'autres domaines, qui est d'avoir du temps pour vous le week-end pour certaines activités, d'avoir du temps en soirée pour pouvoir avoir une famille et être présent. Et votre food truck, il marche super bien. Et là, il y a un copain qui arrive et qui vous dit, voilà, j'ai vraiment une idée, j'aime bien ce que tu fais, viens, on s'associe sur un autre projet, on en ouvre 2 autres, on monte un restaurant ensemble avec le même concept, etc. Tout de suite, c'est super motivant. Ça donne envie, on se dit ouais super, je vais développer mon financier, mon matériel, je vais m'épanouir encore plus sur le côté professionnel, c'est super. Mais si je prends cette décision, est-ce que ça compromet d'autres domaines de vie? Comme on l'a vu, bien évidemment. Votre vie peut-être de famille, votre vie sociale, parce que le week-end vous ne serez plus là, etc. Et avoir comme ça cette vision-là globale peut vous permettre de prendre les meilleures décisions plus rapidement, avec plus de recul et sans de frustration, avoir l'impression d'avoir pris des mauvais choix. Alors, maintenant l'entrepreneuriat. Du coup, la grande question qu'on a souvent quand on monte un projet ou quand on réfléchit à un projet, c'est faut-il créer une idée originale pour réussir? Non. Voilà, ça c'est important de se le dire. On n'a pas besoin d'avoir une idée que personne n'avait eue jusqu'à maintenant. On peut très bien avoir une idée qui existe déjà, mais qui soit juste un petit peu différente, qui s'adresse à une autre clientèle, ou qui est fabriquée moins cher, ou de manière plus éthique, ou qui s'adresse à une autre zone de chalandise. Donc, ce qui est important, c'est juste trouver le projet en fait qui vous correspond. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une idée originale, mais l'une des clés de succès, c'est le client, focus sur le client, et c'est de créer de bonnes et de nouvelles habitudes. Si votre produit ou votre service crée une nouvelle habitude chez votre client, alors votre client sera content parce que vous avez résolu un de ses problèmes, et en plus, du coup, il va revenir parce qu'il sera content. Donc, n'essayez pas de voir votre produit ou votre service comme un bien à vendre, mais comme la résolution d'un problème, comme donc du coup de la création de valeur. Et aujourd'hui, voilà, la valeur économique d'une entreprise se mesure de plus en plus en fonction des habitudes que leurs produits et services créent. Effectivement, si vous avez des clients qui reviennent régulièrement parce que vous répondez exactement à leurs besoins et que vous connaissez ce besoin et que vous savez y répondre, du coup, c'est ça qui va valoriser en fait votre savoir-faire, votre connaissance du client, du marché, et qui va faire que vous allez progresser. Comprendre ce qui pousse un client à cliquer, acheter, à choisir votre service afin de trouver comment le fidéliser. Effectivement, la connaissance du client est très importante. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème que vous voulez résoudre pour lui, mais de savoir pourquoi vous êtes en train de résoudre son problème. Parce que peut-être que ce que vous êtes en train de résoudre, ce n'est pas du tout votre problème. Mais pour votre client, c'est un problème et vous êtes en train d'y résoudre.
Donc la compréhension du client est très importante, on va voir tout à l'heure comment y parvenir. Donc voilà, comprendre ce qui fait vibrer votre client quand il utilise votre produit ou service, et créer une habitude, c'est lier un produit ou un service aux routines des utilisateurs et à leurs émotions. On va prendre une idée super basique pour montrer qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de révolutionnaire pour entrer dans cette stratégie-là. Livraison de bouteilles de gaz à domicile. Voilà. Vous répondez aux problèmes de toutes les personnes qui ne peuvent pas porter de bouteilles de gaz. Typiquement, c'est aussi simple que ça. Et en plus, une fois que vous avez résolu le problème une fois, vous savez que vous allez pouvoir créer une habitude. Et l'idée, voilà, c'est ça. C'est essayer de trouver comment je résous un problème, de quelle manière. On va voir un peu plus dans les détails tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez vu la série Mad Men, mais effectivement, on voit un petit peu le milieu publicitaire des années 70. Et c'est vrai que pendant toutes ces années-là, le discours marketing et commercial, c'était de créer du désir. On arrivait même à vendre des cigarettes en expliquant qu'il n'y avait pas plus sympa, plus cool et sexy que fumer. Donc même que c'était bon pour la santé à une époque. Donc voilà, on avait un discours commercial en fait qui était lié vraiment sur le désir, sur comment vendre un produit par l'attraction via le désir. Aujourd'hui, les clients ne sont plus du tout les mêmes. Ils sont publisceptiques, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un client, il peut se renseigner facilement sur Internet, il se fait sa propre opinion. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Le marché est très concurrentiel, donc le client peut vraiment choisir. Et c'est important de savoir pourquoi il va vous choisir plutôt qu'un autre, ou pourquoi d'ailleurs il choisit un autre plutôt que vous. Donc aujourd'hui, c'est important de comprendre le client. On ne vend pas un produit avec un joli discours commercial pour le faire venir chez soi, on résout un problème. Donc c'est un petit peu voilà, ce dont on vient de parler. Le client ne vient pas à vous parce que votre idée est géniale, car le client en fait est face à de plus en plus de choix. Il est de plus en plus difficile à convaincre, il se fait sa propre opinion de tout. Donc attirez le client à vous en répondant à l'un de ses problèmes. Et bien sûr, dans votre discours commercial, ne soyez pas moralisateur, ça ne sert à rien, mais soyez plutôt dans l'empathie. J'ai compris ce dont vous aviez besoin, je viens vers vous avec une solution. Donc, changez votre vision sur la création du produit ou du service et voyez ça plutôt comme une proposition de valeur qui résout un problème à un client qui va être capable de payer pour cela. Vos clients, donc, vous pouvez des fois commencer votre projet par des études de marché qui vont vous donner certains profils clients. Ne partez pas du principe que les résultats sont des vérités, mais que sont plutôt en fait des hypothèses. Et que du coup, vos profils clients doivent être considérés de manière provisoire, jusqu'à que votre stratégie, que l'on va voir juste après, est démontrée via un processus de validation des enseignements. Vous allez comprendre juste après, que vous pouvez effectivement bien offrir ces produits et services à ce type de clients et ce de manière durable. Donc vos produits et vos services sont des propositions de valeur. Vous avez compris les problèmes de vos clients. Vous imaginez quels sont vos clients et au fur et à mesure de l'expérience, vous allez valider ce que vous pensez être la bonne idée. Donc, votre projet est issu de votre vision singulière, mais doit pouvoir s'intégrer ensuite au monde qui l'entoure. Donc vous allez créer une stratégie à partir d'une série d'hypothèses. Ça, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Il y a plusieurs manières aujourd'hui de développer un projet. Ce que je vous apportais aujourd'hui, c'est cette stratégie à partir d'une série d'hypothèses. Au lieu de prendre en fait un produit ou un service et d'essayer de mettre des chiffres derrière en indiquant juste par exemple des indicateurs basiques de type je vais avoir tant de clients au début le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, je vais investir tant en publicité qui va m'amener tant de clients et ça va me faire tant de chiffre d'affaires, tant de marge. L'idée c'est plutôt de faire des stratégies d'hypothèses, avec des hypothèses de proposition de valeur et des hypothèses de croissance. Et de tester ces hypothèses. On va essayer de prendre un exemple avec l'un de vos projets. Alors du coup, Erwan, qui a une application destinée aux professeurs de mathématiques.
Voilà, très bien. Donc, si j'ai bien compris, vous avez une application avec certaines modalités dans cette application qui vont permettre en fait aux professeurs de mathématiques de pouvoir échanger, c'est ça, sur du contenu? Voilà. Donc ça, c'est votre hypothèse de départ. D'accord? Donc du coup, vous allez peut-être vous dire, voilà, sur... Alors là, je fais de l'improvisation, donc il faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Quelle hypothèse de proposition de valeur ou de croissance vous pouvez avoir? La proposition de valeur, c'est je vais faire gagner du temps aux professeurs de mathématiques, par exemple. Autre proposition de valeur pour le client, je vais faire gagner du temps. Allez-y, réfléchissez, c'est votre projet, dites-moi. D'accord. Ok. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce que ça leur apporte aux professeurs d'avoir ces analyses-là? D'accord. Donc si j'ai bien compris, ça leur donne en fait la possibilité de créer du contenu mieux dédié aux différents élèves qu'ils ont. D'accord, très bien. Et l'hypothèse de croissance, quelle est-elle? Est-ce que c'est par exemple une application qui va avoir plusieurs options? Est-ce que quelles sont les hypothèses de croissance? Alors, une hypothèse de croissance, ça va être l'hypothèse qui va vous permettre en fait de voir comment vous pouvez faire évoluer en fait votre activité. Donc, admettons que votre application soit une application qui soit payante avec 2 ou 3 options. D'accord? L'idée, c'est de se dire, OK, la première option, ça va être 90% de mes clients, mais une fois que je vais avoir ces clients-là, mon hypothèse de croissance, c'est de dire, je vais pouvoir leur vendre un second service derrière, qui va être d'autres options, un abonnement un peu plus cher, un accompagnement. Peut-être que, par exemple, dans votre cas, ça peut être proposer des cours à domicile via une plateforme de planning. On peut imaginer plusieurs choses en fait. L'idée de les hypothèses de croissance, c'est de se dire quelles sont en fait les possibilités qui me permettent de pouvoir faire évoluer en fait mon activité. Et c'est de pouvoir vraiment les écrire. Ces hypothèses, elles sont importantes pour pouvoir déterminer votre projet, comment il va partir et comment après il va évoluer et se maintenir en fait dans le temps. Je suis d'accord. Leur hypothèse de croissance à eux, c'est de se dire, alors ça c'est comment? Ils ont en fait une seule offre, c'est leur offre commerciale, mais ils ont d'autres hypothèses derrière. Parce qu'on peut s'inscrire à Netflix, mais à un moment donné, si vous n'aimez plus le contenu, vous pouvez vous désinscrire. Et Netflix perd le client. Donc son hypothèse de croissance, ça va être de se dire, il faut que je renouvelle. Pour garder mes clients, pour en perdre le moins possible, il faut que je renouvelle mon contenu une fois tous les mois. La deuxième hypothèse, ça veut dire il faut que je renouvelle mon contenu une fois tous les 3 mois. Il faut que je rajoute peut-être plus de dessins animés. Il faut que je rajoute plus de séries. Il faut que je produise mes propres séries parce que les séries que je vais prendre ou que je vais acheter coûtent trop cher ou ne correspondent pas à mon public. Ça, ce sont les hypothèses de croissance. Et donc, du coup, au fur et à mesure, l'idée, ça va être de les valider. Prenons effectivement, par exemple, Netflix. Ils sont face à quelque chose de très simple. Effectivement, ils n'ont qu'un seul abonnement et les clients viennent. Ils sont, par habitude, par le bouche à oreille, par la publicité, etc. Au regard des chiffres, ce n'est pas forcément constant. Ils vont voir une perte de clients. Du coup, c'est là où ils vont se poser des questions. Comment on fait pour garder les clients? Donc, je vais émettre plusieurs hypothèses de croissance. Et les hypothèses, c'est celles que je viens de dire par exemple tout à l'heure. Si mes clients partent, c'est que le contenu, déjà c'est une hypothèse. Si mes clients partent, c'est que le contenu ne leur convient pas. Peut-être que l'autre hypothèse, c'est que les clients partent, c'est parce que peut-être il y a une mauvaise connexion. Et que les clients en fait, qui partent, c'est tous ceux qui ont une mauvaise connexion chez eux et qui n'arrivent pas en fait, à voir des films.
L'idée, c'est de mettre des hypothèses et de pouvoir après en fait les vérifier. Est-ce que mes clients partent parce que ils ont une mauvaise connexion? À ce moment-là, ce n'est pas mon contenu qui est remis en question, mais c'est d'ordre technique, et là, c'est compliqué d'y avoir accès. On va aller chercher après d'autres compétences. Ou est-ce que c'est lié à mon contenu? Si c'est lié à mon contenu, je vais mettre en place des stratégies ou des hypothèses pour vérifier si c'est lié à mon contenu, et si je change mon contenu de telle ou telle manière, quels sont en fait derrière les résultats. Voilà. Donc, au niveau des hypothèses de proposition de valeur ou de croissance, on va avoir comme ça des idées, on va poser les hypothèses, on va créer le produit ou le service, on mesure, ça nous donne des données, et en fonction de ces données, on apprend quelque chose de toujours un peu plus fin sur son marché, sur ses clients, sur les habitudes des clients, sur la réactivité en fait des clients. Et de cet apprentissage, c'est ce qui va nous permettre d'avoir d'autres idées, de valider les idées de départ ou de les ajuster. Effectivement, il y a une question qui est assez importante, c'est et si l'intérêt du client pour votre produit ou service n'était pas le même que le vôtre? C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée géniale, on peut penser que le client va réagir de telle manière, et au final, il ne réagit pas du tout de cette manière. C'est pour ça que c'est important de décrire ces hypothèses. Je pense que, j'imagine que, il faut que, et de pouvoir très vite les tester. Et du coup, pour les tester, voilà, on peut considérer chaque client comme un formulaire de satisfaction qui vous permet de savoir où vous en êtes et d'améliorer vos produits et services de jour en jour. Vos hypothèses fondamentales doivent pouvoir se convertir en modèles financiers quantitatifs. Par exemple, on en revient au modèle de Netflix. On pose l'hypothèse que je perds des clients à cause de mon contenu. Je mets plusieurs hypothèses en place. Une hypothèse qui est de dire, par exemple, je renouvelle mes séries. Je fais moi-même mes séries ou je mets plus de dessins animés. Au fur et à mesure, les hypothèses en fait sont validées ou invalidées. Si l'hypothèse qui est de dire en fait finalement il faut que je fasse mes propres séries, du coup ça en devient effectivement un modèle financier quantitatif. Comment j'intègre ça dans ma stratégie, comment je budgétise et comment on fait notre croissance à partir de cela. Validez ainsi la hausse de vos résultats enregistrés. Validez ainsi si la hausse de votre résultat enregistré est bien liée aux apprentissages appris. Effectivement, c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir valider vos hypothèses auprès de vos clients, que vous allez apprendre des choses, qu'en apprenant des choses, vous allez pouvoir ajuster votre produit, votre service, les compétences de vos équipes, et du coup, que vous allez pouvoir améliorer votre résultat. Et si vous faites une progression, il sera très intéressant de dire que votre progression est liée aux apprentissages que vous avez eus à travers en fait, le retour de vos clients. Si vous faites une progression de chiffre d'affaires, vous êtes juste dit, bon, bah, j'ai fait plus 10% cette année parce que j'ai fait un peu plus de communication ou parce qu'il faisait beau. C'est un petit peu compliqué en fait à piloter pour l'année d'après. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Et les chiffres ne parlent pas tout seuls. Une progression en soi ne veut pas dire grand-chose si vous n'êtes pas capable d'expliquer cette progression et de tester cette progression. Il est facile de se tromper sur l'attente des clients et le fonctionnement de son entreprise. Ça, c'est une réalité à prendre en compte, c'est très important. Des fois, on reste un petit peu trop dans l'énergie de son projet et dans sa motivation, mais on peut se tromper. Et c'est pour ça que, pour éviter de trop se tromper, on fait des hypothèses qu'on valide très vite auprès des clients et de l'expérience qu'on a avec les clients. Car nous dépendons de notre propre jugement, mais nous avons la capacité de rebondir, d'analyser, de créer. Et donc, même si des fois notre jugement personnel peut nous tromper, nous avons la possibilité de pallier en fait à ce problème-là en vérifiant nos théories auprès de nos clients et de notre expérience. Des exemples d'erreurs. Pour expliquer un petit peu ce que l'on vient de voir, je veux un produit-service dans mon entreprise, je le mets en place. Est-ce que les clients ont-ils conscience du problème que vous essayez de résoudre? Si vous leur proposez cette solution, vont-ils l'acheter? S'ils l'achètent, est-ce qu'ils vont l'acheter chez vous? Et sinon, comment pouvons-nous trouver une solution à ce problème? C'est vraiment important. Par exemple, vous êtes un commerçant, vous vendez des croquettes pour les animaux, et là, d'un seul coup, vous sentez que vous marchez bien, vous faites votre chiffre, il y a votre progression, vous avez votre clientèle, vous êtes installé depuis un petit moment, puis vous sentez le flair un petit peu, et puis vous dites, je sens que la tendance du moment, c'est les croquettes véganes, sans gluten et bio pour les chiens. Admettons, vous avez vos fournisseurs qui n'arrêtent pas de vous indiquer que c'est le dernier produit sorti, que c'est intéressant, et du coup, vous avez envie de l'acheter. Est-ce que vous avez posé la question à vos clients si eux ont besoin de ce produit? Bien souvent, les acheteurs dans les magasins vont acheter en fonction de catalogue ou de tendance.
sans forcément poser la question au client. Par exemple, c'est pour l'auberge de jeunesse, c'est ça? Non, mince. Il y a une auberge. Ah non, elle n'est pas là. Produit commercialisé, une éponge végétale bio. Voilà, bah, du coup, on était dans le commerce, exactement. Donc du coup, vous avez un produit, vous voulez le commercialiser. Est-ce que voilà, ça répond vraiment aux problèmes des clients? Alors là, on n'a qu'un seul produit. On va reprendre l'exemple en fait du magasin de croquettes. Et du coup, voilà, le produit a l'air intéressant. L'acheteur apporte cette nouvelle gamme en magasin, la met en gondole. Première vue, les clients rentrent et le produit ne se vend pas. Pourtant, c'était la tendance, tous les fournisseurs ont poussé pour que le produit soit acheté. Alors pourquoi il ne se vend pas? Alors que l'autre magasin qui est 2 quartiers plus loin, ils ont également le même produit et qui se vend comme des petits pains. Parce que peut-être que la clientèle n'est pas la même, n'ont pas les mêmes habitudes, ou que la clientèle qui vient chez vous a aussi un vétérinaire qui n'est pas loin, qui vend ce produit. Et parce que c'est un produit un peu plus haut de gamme, un peu plus cher, ils se sentent un peu plus en sécurité de l'acheter chez un vétérinaire plutôt dans une animalerie. Donc souvent, on se fait des idées en fait du comportement du client. Donc c'est important de poser les questions et de résoudre le problème plutôt que d'investir dans un produit et d'un service en disant « regardez ce que j'ai », en l'imposant et en disant voilà, ça va répondre à un de vos soucis. C'est important vraiment de connaître vos clients et quand vous commencez votre activité, discutez, échangez et au fur et à mesure, progressez dans ce que vous proposez en fonction du retour de vos clients. Une autre erreur que l'on voit souvent, qui sont les résultats ne sont pas au rendez-vous, le problème vient de l'écart entre le prévisionnel et le réel. Et souvent, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas forcément d'explication entre ça, ils disent simplement c'est un écart entre le prévisionnel et le réel. Et là, on va se dire que c'est parce que la conjoncture n'est pas très bonne, ou que la saison d'été a commencé un peu plus tard que prévu, ou qu'il y a eu des grèves, ou qu'il y a eu aussi le Covid. Et on se donne des explications un peu plus structurelles, on va dire, conjoncturelles, mais qui n'expliquent rien et qui ne permettent pas de piloter vraiment l'activité. C'est pour ça que si vous mettez en place des hypothèses que vous pouvez vraiment valider, vous pouvez aller plus vite. Je vous donne un exemple. Un commerçant commence son année en sortant un site de vente en ligne. Il y met son vin... Merci. Il y met son 20-80, c'est-à-dire les produits les plus importants qui se vendent mieux. Et le site fonctionne bien, les produits se vendent, et à la fin de l'année, sur l'enseigne en général, ils font plus 15% de progression. Super, notre site internet, du coup, qu'est-ce qu'on a amené en plus cette année? Un site internet. Notre site internet nous a apporté 15% de progression. Sauf qu'en fait, ça ne prouve rien du tout. Si ça se trouve, le magasin en lui-même a fait plus 10% de progression et le site internet n'a apporté que 5%. Si ça se trouve, le site internet a apporté 20% de progression et que c'est le magasin en fait qui était en recul. Donc il est important en fait de poser les bonnes hypothèses et d'avoir après des mesures derrière pour pouvoir savoir qu'est-ce qui explique le chiffre et la progression. Un des outils, une des stratégies liées à cette stratégie d'hypothèse est ce que l'on appelle le PMV, c'est-à-dire le produit minimum viable. Et essayez de voir en fait dans la création de votre activité comment vous pouvez avancer en fait étape par étape pour valider au fur et à mesure votre projet. Par exemple, food truck. Admettons que vous voulez faire 2 cartes, une carte de salade, une carte d'hamburger, et puis en même temps de la vente à emporter. Avec un site de vente en ligne où vous vous connectez aux plateformes déjà existantes pour pouvoir faire de la site. Et donc, vous partez déjà avec tout ça. Vous pouvez également partir simplement au début avec un seul projet. Par exemple, je vais tester juste au début ma carte d'hamburger. Ça me permet d'avoir moins de matière à gérer et de commencer déjà à voir comment je peux gérer le nombre de clients et commencer déjà à discuter avec mes clients. Et peut-être que vous verrez qu'en fait, la vente à emporter, ils n'en ont pas besoin, que les salades, ils n'en veulent pas, mais par contre qu'ils attendent à autre chose. Par exemple, que déjà, avant même d'essayer de proposer une deuxième carte, il faut peut-être améliorer les emballages, parce que le retour de vos clients va être de dire « Oui, mais ok, je t'ai acheté ton hamburger, mais une fois que c'est dans ma voiture, l'emballage, voilà, il glisse des doigts, ou il y a du gras dessus. » Donc, au lieu d'essayer de tout de suite partir très haut, et de sortir tout de suite un projet abouti, essayez d'y aller en fait étape par étape. Comme ça, vous validez
Souvenez-vous ce que l'on a vu tout à l'heure. Des fois, on peut avoir une fausse idée en fait de là où on doit amener notre projet, de la réaction des clients. Si vous faites étape par étape pour valider au fur et à mesure en fonction de la réaction de vos clients, alors vous serez toujours de plus en plus proche du besoin de vos clients, qui peut être des fois un petit peu éloigné de votre vision initiale. Donc, c'est un peu l'idée voilà, du produit minimum viable, où on part de quelque chose de plus simple, de pas abouti, et que l'on mature au fur et à mesure. On produit, on mesure, on a le retour en fait des clients, on a un apprentissage et ensuite on progresse. Donc je vois qu'il faut que j'accélère un petit peu parce que je parle beaucoup. Et nous en sommes ici. Ok, impeccable. Du coup, cette stratégie effectivement d'hypothèse et de pouvoir mesurer à chaque fois au fur et à mesure des retours des clients, ça permet de savoir si au niveau de votre vision initiale d'entreprise, vous persistez ou vous pivotez. Par moment, vous allez vous rendre compte que peut-être il va falloir changer un petit peu de stratégie, évoluer, c'est ça, pivoter. Des fois, c'est un petit peu dur émotionnellement parce qu'on était parti avec une vision de départ. Mais si l'idée c'est de réussir et de mener à bien en fait un projet, de rester indépendant, de garder son équipe et de progresser sur le marché ou au niveau des clients que l'on a choisis, et bien à ce moment-là, on pivote, on change un petit peu de cap, on change de direction, mais on reste sur la route. D'autres points importants, l'importance d'une gestion analytique adaptée, c'est-à-dire que c'est important de bien gérer vos chiffres, de collecter convenablement vos chiffres, de collecter convenablement les données des retours clients, de pouvoir en fait faire des analyses. Ça ne sert à rien de partir dans des tableaux ou trop d'analyses ou trop de chiffres, mais d'être un petit peu plus à l'essentiel. L'importance des outils de gestion, l'importance de plateformes informatiques, de collecte des données sont importantes, que vous allez adapter en fonction de vos besoins et de votre activité. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Ok, ça on en a parlé tout à l'heure. Focalisez plus votre progrès sur la validation des enseignements que sur la production de biens et de chiffres. On en a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est idéal. Effectivement, l'idée en fait des hypothèses est assez importante parce qu'aujourd'hui, contrairement à quelques années avant, on était... D'ailleurs, on le voit bien. Aujourd'hui, vous allez encore à la banque, on va vous demander des business plans sur 3 ans. On sait très bien qu'un business plan sur 3 ans, ça va leur faire plaisir pour que vous puissiez obtenir ce dont vous avez besoin auprès d'eux, mais que ça ne sert à rien et que même déjà au bout des 3 ou 6 premiers mois d'activité, vos chiffres ne ressembleront déjà plus à ce qu'il y a dans votre business plan. Parce que forcément, les choses bougent, les choses changent. Dès que vous êtes en contact avec les clients, vous allez modifier vos projets, vous allez prendre d'autres directions, dépenser différemment. Certains chiffres seront surévalués ou sous-évalués. Et nous sommes en plus dans un contexte incertain, on le sait déjà depuis 1 an et demi, on ne sait jamais trop ce qui va se passer sur les 6 prochains mois. Donc si vous connaissez bien votre activité, si vous la pilotez à partir d'hypothèses et vous connaissez bien vos clients, quand vous aurez peut-être des difficultés liées à une conjoncture spécifique, vous saurez beaucoup plus vite réagir pour pouvoir rester. La croissance, elle est importante, la croissance, parce que c'est bien de connaître ses clients, c'est bien de mettre ses outils en place, c'est bien de connaître ses hypothèses et de pouvoir les valider, mais après, du coup, une fois que tout est en place, il faut pouvoir croître. Et il y a une règle simple, on est toujours encore focus client, comme vous pouvez le voir, les nouveaux clients proviennent des actions des anciens clients. Ça, c'est très important à comprendre, et ça tient en une seule diapo, c'est-à-dire que vos anciens clients peuvent susciter une croissance durable via 4 biais. Le bouche à oreille, ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer. En utilisant le produit ou le service, ce qui va attirer l'attention et l'intérêt, parce qu'ils vont en parler, parce que le produit sera chez eux, parce qu'ils se baladent avec, ils le portent si c'est un vêtement, et en contribuant au financement de la publicité. Effectivement, l'idée, c'est que quand vous commencez à croître, votre publicité n'est plus payée par des capitaux extérieurs, mais par vos propres clients. Ce sont vos clients qui sont déjà en place, qui par le revenu en fait qu'ils ont, permettent en fait pour vous d'investir pour aller chercher de nouveaux clients. Voilà, ça c'est une bonne boucle. Et ensuite, les anciens clients qui vont renouveler l'achat ou l'utilisation des produits. D'où l'importance du coup, si ce sont vos anciens clients qui permettent votre croissance, de trouver des solutions pour les fidéliser. Bien les connaître, mieux les connaître, parce qu'ils bougent, les besoins bougent. Vous-même, regardez vous-même, au bout d'1 an, 2 ans, vos besoins d'achat, votre type de consommation peut bouger, évoluer. Donc connaissez aussi vos clients là-dessus, sur les nouvelles tendances, et voir comment vous pouvez renouveler l'achat ou l'utilisation des produits en le fidélisant. Réussir et maintenir.
Avoir un projet, c'est bien, il faut pouvoir le maintenir. Donc effectivement, concurrence, conjoncture, comportement et attentes des consommateurs ont évolué. Tout ça, c'est un contexte un peu plus compliqué. Mais les objectifs des entreprises restent les mêmes. Avoir des clients et augmenter les parts de marché et garder ces clients-là. Assurer la pérennité et la croissance de son activité. Avec les différents éléments qu'on a vus aujourd'hui, vous avez des clés pour pouvoir bien mener votre projet. On va passer un peu. Voilà votre équipe. Dernier point important. Soi et les autres. On l'a vu un petit peu tout au début. Bien se connaître pour s'entourer de profils complémentaires et cohérents. Ça, c'est l'une des bases pour réussir. Savoir déléguer. Ça, c'est très important. Tout le monde ne sait pas déléguer. Il faut apprendre. Il faut se forcer. Il faut faire confiance. Il faut savoir lâcher prise. N'essayez pas de tout faire. Vous ne verrez plus l'essentiel au bout d'un moment et vous deviendrez peut-être pas même parfois mauvais en fait. Donc ça c'est important. Savoir embaucher ou aller chercher des ressources extérieures. Aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés forcément d'embaucher toutes les compétences dont on a besoin. On peut aller les chercher aussi à l'extérieur. Quelles sont les ressources que je veux avoir en interne pour m'accompagner tous les jours? Quelles sont les ressources que je peux aller chercher à l'extérieur? Que ce soit de manière ponctuelle ou de manière plus continue. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sera à l'extérieur aura peut-être plus de compétences, coûtera peut-être moins cher, sera plus spécialisé dans son métier et pourra vous accompagner sur des besoins précis, de courte durée ou peut-être sur du moyen ou long terme. Le management, c'est pas toujours évident le management. Être bon manager, c'est pas évident. On ne naît pas forcément bon manager. Il y en a si, tant mieux. Essayez de vous entourer de bons managers. Un bon manager, c'est élever à son plus haut potentiel un collaborateur. Or, on a tendance à embaucher quelqu'un pour dire voilà la fiche de poste, fais ce qu'il y a sur la fiche de poste. Et ça fonctionne pas toujours, pas forcément par rapport à tous les profils et par rapport à la structure. Donc, essayez de déceler, comme je vous ai invité tout à l'heure à apprendre à vous connaître. Essayez d'apprendre à connaître vos collaborateurs aussi, pour savoir pourquoi ils sont là, quelle place ils ont envie d'occuper, quelles sont leurs motivations. Car un projet, voilà, c'est une équipe et non uniquement vous. Donc il faut que vos collaborateurs soient aussi, trouvent une place aussi épanouissante que vous-même au sein de votre projet. Intégrer les collaborateurs à une vision, une identité d'entreprise, en mettant en place des chartes de collaborateurs, en créant comme ça un esprit d'équipe. La formation est très importante, que ce soit pour vous ou vos collaborateurs, ne lâchez pas prise là-dessus. Formez-vous, formez vos collaborateurs au management, à la vente, enfin, suivant les besoins de votre entreprise. N'hésitez pas tous les ans à donner des formations en fait à vos collaborateurs, que ce soit de courte durée, de longue durée, que ce soit via des organismes de formation, via des tutos ou des formations achetées sur Internet. Faites en fonction des besoins que vous avez, mais n'hésitez pas comme ça à faire évoluer les compétences des collaborateurs et à les intégrer dans vos projets. Vision. L'un des leviers fondamentaux dans l'engagement client réside dans la contribution des collaborateurs. Effectivement, ce sont vos collaborateurs qui vont être en contact de vos clients. Comme on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir valider aussi votre projet en fonction du retour de vos clients. Si par exemple vous êtes en cuisine, mais que les clients, eux, ils arrivent au comptoir, ou qui communiquent via une plateforme Facebook, vous avez besoin en fait que vos collaborateurs qui sont avec la plateforme Facebook ou qui sont au niveau du comptoir puissent récolter correctement les informations de vos clients pour vous faire les bons retours, qui vont poser les bonnes questions. Donc vous aurez mis en place avec eux peut-être des questionnaires, des manières de poser de bonnes questions aux clients. Vos collaborateurs sont vraiment essentiels. Ce ne sont pas juste des personnes qui sont là pour faire des tâches. Ça doit être vraiment des collaborateurs. L'existence d'une identité forte représente aussi un enjeu en interne. Elle donne aux collaborateurs du sens à leur activité et constitue un puissant facteur de motivation. Effectivement, il y a une réelle symétrie entre engagement client, engagement collaborateur ou satisfaction client, satisfaction collaborateur. Ayez cette vision vraiment de l'humain en fait au sein de l'entreprise. Humain côté client, humain côté collaborateur. Voilà. Ah ben voilà, c'est terminé. J'étais un peu longue, excusez-moi. Merci. J'avais beaucoup de choses à dire, c'était pas évident en fait de tout condenser, j'ai eu l'impression de répéter pas mal de fois, pas mal de choses. C'était mon premier exercice. Merci de votre écoute et de votre attention. Voilà, pour moi c'était un mini projet aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions peut-être
par rapport à ce qui a été dit, non. Du coup, on peut inviter les autres intervenants. Impeccable. Merci beaucoup Maëva. Je vais maintenant demander à nos intervenants de venir sur scène et de prendre place sur les chaises, s'il vous plaît. Voilà, donc merci à vous d'être venus aujourd'hui. On va commencer par une petite parole chacun sur son expérience et sur son expérience et son travail aujourd'hui. Si quelqu'un veut prendre la parole pour se présenter. Merci. Bon, c'est toujours là, faut toujours qu'il y en ait un qui se mette au premier. D'abord, juste avant de commencer à parler de mon expérience, je voudrais effectivement remercier tous les partenaires du programme Pépites parce que c'est une formidable chance que vous avez. Et j'aimerais que toutes les pépites se lèvent tout de suite, là, en quelques secondes, s'il vous plaît. Et maintenant, je vous propose qu'on les applaudisse tous. Parce que non seulement vous avez eu, vous pouvez voir ça, non seulement vous avez de la chance, vous avez une belle opportunité devant vous, mais en tout cas vous avez su la saisir et c'est déjà ça c'est déjà peut-être une des premières clés du succès, c'est d'avoir le courage de prendre une décision. Mon expérience, parmi les clés de succès, déjà ce que je vais vous dire, la première des choses que je pourrais dire, c'est qu'il n'y en a pas une. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne, il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas un seul produit qui marche dans le monde. Si c'était le cas, forcément tout le monde l'aurait. D'accord ? Donc ça c'est la première des choses. Soyez ouverts et comment dire, agile. C'est peut-être un des mots les plus importants, hein, une des compétences, enfin une des façons de faire qui est les plus importantes, c'est d'être agile, de savoir justement, comme disait Maëva tout à l'heure, d'avoir l'esprit ouvert, d'aller regarder un peu comment ça se passe. Dites-vous bien que l'idée de votre projet que vous vous êtes fait au début, ce sera certainement pas la même chose à la fin. Si on prend le cas du food truck, peut-être qu'il ne sera pas du tout de la même couleur que tu avais imaginé au début, ou qu'il ne sera pas au même emplacement, qu'il n'aura pas les mêmes dimensions, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y aller. Préparez-vous à faire un merveilleux voyage, et le véhicule, ça s'appelle l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que dans la journée, vous allez avoir des gains et des pertes d'attitude de l'ordre de quelques kilomètres. C'est comme si vous faisiez un trail hein, avec du dénivelé positif, dénivelé négatif. En fait, c'est ça. C'est toute la journée, en fait, vous allez avoir la super nouvelle. C'est ouais, ça y est, je décroche un contrat, et tout, machin, super. Et puis 5 minutes après, il y a votre fournisseur qui préféré qui va vous appeler, qui va dire finalement, je peux pas te livrer dans les délais, donc ton contrat, tu vas devoir le mettre sous le coude. Aïe, dommage. Donc voilà, c'est ça l'ascenseur émotionnel. C'est des super journées et des nuits presque blanches souvent. Autre chose peut-être à partager avec vous, ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas effectivement, comme l'a dit Maëva tout à l'heure, à discuter autour de vous, à partager votre idée. Ça va être le meilleur moyen de toute façon de l'éprouver. Il y a un jeune homme qui est venu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Jean Lafleur, si je ne me trompe pas de prénom, qui a été un start-upper en Californie, qui a parlé du mom test, vous en avez peut-être entendu parler. En fait, quand vous allez présenter votre projet à votre maman, forcément votre maman elle vous adore, elle va vous dire que vous êtes le meilleur ou la meilleure, que c'est un super projet, mais n'hésitez pas surtout à la challenger et à challenger vos idées en fait avec les autres personnes. Plus vous allez discuter avec des personnes, plus vous allez pouvoir construire votre argumentaire et justement trouver la meilleure proposition de valeur. Comment vous allez l'exprimer, cette proposition de valeur en fait. Comme le disait Maëva tout à l'heure, si votre marché ne la comprend pas, vous n'allez pas le rencontrer. Je vais peut-être passer le micro maintenant à Gabi pour continuer. J'aurai peut-être d'autres choses ou si vous avez des questions après à poser. Peut-être juste une dernière chose. N'hésitez pas à également prendre du temps pour vous. Ça, c'est quelque chose qui a été dit aussi par Maëva, même si je suis un très mauvais exemple sur le sujet, surtout en ce moment.
Voilà, mais dites-vous bien que effectivement c'est quelque chose de fondamental. Alors bon, il y a des fois des choses qu'on n'a jamais osé faire. Ben, c'est peut-être le moment justement. Typiquement, j'ai jamais su danser. Je prends des cours de danse maintenant. Pas de danse classique, je précise quand même. Et ben, finalement, c'est peut-être aujourd'hui la seule heure de la semaine où vraiment j'arrive à déposer le cerveau et les problèmes. Et effectivement, c'est quelque chose absolument à trouver dans votre organisation, du temps pour poser les problèmes de côté, mettre les problèmes de côté ou les idées sur lesquelles vous travaillez. Parce que justement, la prise de recul, en fait, elle va venir à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous allez vous dire mais oui, mais c'est bien sûr en rentrant de votre cours de danse, c'était ça que je voulais faire. Voilà, à tout à l'heure si vous avez des questions. Tout le monde se souvient de Gabi? Non. Que dire? Je pense que je suis la plus jeune de nous trois, messieurs. Pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, avoir un projet c'est bien. Mais c'est aussi accepter de le vivre au quotidien. Je le savais déjà en m'engageant dans cette voie. Maintenant, mon quotidien n'est plus du tout ce qu'il était il y a 5 ans. Je vis l'entreprise comme toi, comme vous, je pense, H24, 7 jours sur 7. Même quand on est en repos, on y pense, on travaille, il y a toujours des idées, ça fuse. Et justement, je trouve que la difficulté, c'est d'arriver à décrocher. Parce que quand vous êtes vraiment un passionné par ce que vous faites, par votre entreprise, vous la vivez tout le temps et c'est vraiment faire la concession, peut-être pas à vie, mais de troquer votre vie d'avant pour une vie qui sera rythmée finalement par votre entreprise et par votre profession, même en déléguant. Mon parcours est un peu atypique parce que j'avais un projet, j'étais passionnée, j'étais déterminée, mais j'ai surtout pu arriver là où j'en suis grâce à des opportunités. Les opportunités ne sont pas à négliger, elles ne se présentent pas tout le temps. Et c'est des choix après qu'il faut assumer. Donc j'ai fait l'émission Ostaboîte, j'ai pu aussi me constituer un réseau, Jean-Marc, et bien d'autres. Un petit réseau, oui. J'ai eu cette opportunité, j'ai eu l'opportunité des Kéféris. Ça, c'est pas aussi facile pour tout le monde. Pour ma part, je crache pas dessus et je suis très reconnaissante aujourd'hui d'avoir eu toutes ces opportunités qui m'ont amenée aujourd'hui où j'en suis. Je voulais mon entreprise, je voulais pas de patron. J'ai été salariée, j'ai tout mon respect pour les patrons, hein. Je suis aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui me passionnait, qui me convenait. Mais c'est du travail et c'est beaucoup de responsabilités. Et justement, à votre âge, je pense qu'on a le même âge, hein, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on n'a pas d'expérience forcément dans le professionnalisme. Vous avez peut-être fait des jobs d'été, mais c'est pas forcément ce dans quoi vous avez travaillé. Et c'est d'autant plus compliqué parce que c'est un peu se jeter dans le grand bain. Mais vous avez justement un sentiment plus gratifiant à la fin. Vous avez construit un petit truc et vous êtes arrivé en haut. C'est aussi compliqué, je pense, quand vous êtes plus âgé. Mais à notre âge, on part de zéro et on construit tout. Et il faut être courageux. Donc franchement, félicitations. Je suis passée par là et je le vis encore actuellement. C'est l'ascenseur émotionnel, ouais, en effet. Bonjour, moi je m'appelle Victor Koubaissi, donc moi je suis consultant en transformation. J'ai pas la même posture que mes deux collègues, on va dire. Et donc je vais essayer, en se basant sur les expériences qu'on a pu avoir dans mon cabinet, de vous partager des pratiques, en tout cas de vous donner des conseils. C'est à vous de voir qu'est-ce qui s'adapte le mieux en fait à vos projets. Je vais rester sur la posture. Pour réussir un projet, en fait, c'est principalement une posture et en fait, c'est un mindset. En fait, on peut dire que il faut fonder en fait la posture sur 3 concepts qui sont l'observation, la participation et la culture du test. Donc, ça reprend un peu tout ce que Maëva a pu dire et ce que vous avez pu dire ici. Et en fait, l'idée de tout ça, c'est en fait de passer d'une relation producteur-consommateur à quelque chose qui est plus de l'engagement actif des deux parties. En fait, l'idée, c'est de ne pas aller dans l'argumentaire tout le temps, mais créer une relation de confiance avec vos consommateurs. Plus vous créez cette relation, plus vous allez avoir plus d'informations, plus vous allez pouvoir ajuster et adapter, et d'où l'agilité. Donc, rapidement,
Vous me dites si je parle beaucoup, hein, je peux alterner, mais il y a principalement 5 postures qui sont clés. La première, c'est de savoir dire oui. En fait, c'est vraiment la posture d'être ouvert. C'est de pouvoir chasser toutes les idées préconçues, de rester positif et d'interagir avec les autres. Et c'est pour là, souvent on parle, on ne connaît pas, on a des idées, on a une définition, mais pareil, il faut la confronter au terrain, il faut la confronter en fait à la réalité des faits. Et c'est en parlant et en étant ouvert qu'on va pouvoir faire un peu le challenge. Une deuxième posture, ça peut être la compréhension du contexte de l'utilisateur. Souvent, on s'intéresse uniquement aux attentes. C'est quoi le besoin de l'utilisateur, c'est quoi le besoin de mon client, mais on ne s'intéresse pas du tout, enfin rarement, à son contexte. Il est très intéressant de voir au-delà du besoin et de dire l'utilisateur, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils pensent. En ayant ces éléments-là, ça va vous permettre en fait de créer des expériences. Aujourd'hui, si on va aller dans votre food truck, on ne va pas aller dans un food truck, on va aller dans une expérience. Il y a beaucoup de restaurants, mais quelle est la plus-value que demain, je vais manger quelque chose de light chez toi? Et c'est là, en fait, en pensant, en s'intéressant au-delà du besoin, on va pouvoir créer un peu, en tout cas, ajuster un peu plus ta proposition de valeur. La troisième posture, ça peut être simplifier les choses. Une relation, en tout cas une expérience réussie, c'est une expérience qui est simple. Et qu'est-ce qu'une relation simple? C'est quelque chose qui est fluide et intuitif. Pour vous donner un exemple, si on prend, vous connaissez Uber ou pas? Donc Uber, c'est une application qui met en relation des personnes avec des conducteurs qui proposent des services de transport. Et l'idée, c'est que l'utilisateur ne doit pas entrevoir la complexité de la solution technique. Donc, concrètement, Uber, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2 clics, on commande le chauffeur le plus proche de nous. Et pourtant, l'exécution de la solution, elle est très complexe. Nous, en tant qu'utilisateurs, on ne sent pas. Mais c'est très simple pour nous et ça attire. Tous les jours, ça a boomé. Elle est partout dans le monde, sauf en Calédonie. J'espère qu'on aura ça, un de ces cas. Et les 2 dernières, pour que ça soit rapide, il faut créer de la complémentarité des approches. On ne peut pas tout faire. Donc ça a été dit. Donc soit on s'adjoint d'autres personnes, soit on identifie des rôles, des casquettes qu'on va essayer de jouer. Mais on ne peut pas être tout en même temps. Il faut des designers pour comprendre, il faut un rôle de designer pour comprendre qu'est-ce que les utilisateurs veulent. Et il faut des techniciens, il faut des ingénieurs pour comprendre en fait qu'est-ce qui est faisable. Et en fait, il faut des analystes pour voir qu'est-ce qui est économiquement viable et fiable. Donc ces casquettes, essayez de les adopter. En tout cas, formez-vous si vous n'avez pas. Et sinon, créez votre réseau pour les avoir. Et la dernière posture, c'est la plus importante, c'est vraiment le recueil du retour client. Plus vite vous testez vos solutions, plus vite vous avez un meilleur retour. Là aussi, je peux partager deux expériences. On a une entreprise qui s'appelle Webvan, qui est une entreprise britannique qui voulait faire de la livraison des courses dans les années 2000. Après 3 ans d'activité, ils ont déposé leur bilan. Et en fait, le CG, ils sont arrivés directement avec une solution déjà prête et ils l'ont mise dans le marché. Ils ne se sont pas intéressés à l'utilisateur, qu'est-ce qu'ils veulent. À l'époque, on n'était même pas prêt encore, on ne faisait pas confiance. Donc voilà, c'est une expérience, c'est un best-fail en fait. De l'autre côté, il y a Zappos. Donc Zappos, c'est un e-commerce qui vend des chaussures. Donc le fondateur, ce qu'il a fait pour commencer, il a pris des photos de ses chaussures, il les a postées sur une page web. Et en fait, il est parti vérifier si ces chaussures, et si les clients en fait, ils sont prêts à acheter chez ces chaussures. Trop de chez. Donc, vous voyez, en fait, là, on a un recueil du terrain qui est très intéressant. Et en fait, Zappos fonctionne encore très bien aujourd'hui. Donc voilà, moi, je voulais partager avec vous ces 5 postures. Elles sont un peu macro, mais on essaiera d'aller un peu plus dans le détail si vous avez des questions. Et je pense que les expériences de mes collègues ici pourront être aussi intéressantes. Voilà. J'espère qui veut prendre la parole. Vous avez des questions, peut-être? C'est vraiment inintéressant ce qu'on dit.
Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Victor, par rapport aux postures et aux différents exemples que tu as donnés, ils sont formidables, hein, Zappos, Uber, etc., etc. Bon, on n'est pas là tous pour devenir des licornes. Malheureusement, on va pas avoir le même succès que ces gens-là. Pour autant, et ça a été une des premières phrases qu'a dit Maëva tout à l'heure, c'est quoi en fait pour vous la réussite? La réussite, c'est pas forcément devenir une licorne. La réussite, c'est peut-être simplement faire quelque chose qu'on aime. C'est peut-être simplement, au travers de notre projet, défendre un patrimoine biologique, économique, culturel, etc. Donc en fait, n'hésitez pas aussi, enfin ne partez pas forcément bille en tête en vous disant je vais devenir le prochain Uber, je vais devenir le prochain Blablacar. J'aimerais beaucoup qu'il y en ait parmi vous, je vous le souhaite. Maintenant, ça n'arrivera peut-être pas, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Oui, du coup, moi, s'il n'y a pas de question, j'avais une question pour Gabriel, Jean-Marc, et peut-être dans les expériences de Victor. Tout à l'heure, Maëva parlait du fait que on avait tendance à pas avoir finalement le poste qu'on voulait à la base quand on se lance dans une entreprise, c'est-à-dire on est passionné par la pâtisserie et au final, on se retrouve à gérer l'entreprise sur tous ces aspects. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le poste, vous, qui vous convient ? Moi, je suis très content de mon métier. Donc, je suis consultant. Je ne sais pas si vous connaissez le rôle. En fait, on va accompagner des entreprises à résoudre des problématiques. En fait, on vient avec des plus-values. On va venir avec de la veille. Mais en fait, l'idée, c'est pas d'arriver avec le grand missionnaire qui va changer. On ne sait pas. On va co-construire avec le client. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les 2-3 mois, je suis chez un autre client ou chez le même client, je peux une problématique marketing, une problématique SI. Donc c'est ça que j'apprécie dans mon métier. Et aujourd'hui, en fait, on vit dans l'innovation. Donc en fait, toute expérience est intéressante. Et en fait, ce qu'on va faire, ce que je peux découvrir côté bancaire peut être comme un bon retour d'expérience pour une mission ou un projet type social, habitat. Donc en fait, tout est intéressant et c'est ça qui est intéressant dans mon métier. Et en tout cas, ça me permet de transmettre et de partager à chaque fois avec les clients et avec vous également tous des best fails et des bons tips. Donc je vous laisse. Moi, la pâtisserie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, donc j'en ai fait. Et je pense qu'en montant mon entreprise, je cherchais autre chose. C'est-à-dire que j'adore les gâteaux, mais je cherchais aussi d'autres facettes. Si je voulais faire que des gâteaux toute ma vie, j'aurais été salariée toute ma vie. Maintenant, je voulais ces autres aspects, donc la gestion. Je développe actuellement, je me découvre quelque chose, un côté, j'apprécie énormément la gestion de l'entreprise, la gestion RH. J'ai 3 employés, mais j'adore ça. J'adore les gérer. Peut-être pas plus que les gâteaux, faire des gâteaux, j'adore toujours ça, mais maintenant je prends du recul, comme disait Maëva, et je me vois pas dans quelques années continuer à faire que des gâteaux. Je pense que je prendrai un autre rôle de gérer cette entreprise et d'en gérer d'autres. J'ai d'autres projets également. Maintenant, je suis à cette échelle pour l'instant. Je contrôle mon entreprise et la production. Et finalement, je trouve que c'est quelque chose de très bien d'avoir cette adaptabilité, comme on a pu le voir dans l'émission Ostaboîte. C'est que je trouve que le chef d'entreprise, c'est bien d'avoir un projet, mais on n'est pas chef d'entreprise qui veut. Il faut avoir des compétences. Il faut avoir un petit peu les épaules, en fait. On peut le devenir, mais on ne l'est pas forcément tout de suite. Je sais que j'ai mon entourage qui pourrait pas gérer une entreprise parce que c'est trop de stress. C'est vraiment de la gestion de stress. Ou d'autres aspects. La RH, il n'y a peut-être pas le contact humain qui est bien chez tout le monde. Mais je pense que pour être chef d'entreprise, il faut vraiment avoir cette adaptabilité et avoir des compétences. Et j'avais eu la chance de pouvoir faire le GC, qui m'a notamment permis de voir tout ce qui était comptabilité, gestion, marketing. Même si je ne le fais pas tous les jours, que je délègue la communication à mes employés, j'estime que c'est important de maîtriser au minima les bases de toutes ces compétences parce que vous restez le chef d'entreprise. Et si vous commencez à déléguer en ignorant totalement ce que vous déléguez,
pour moi, c'est là où on commence à perdre en fait le fil. Donc pour ma part, oui, actuellement j'ai la casquette que je veux, enfin j'ai tous les rôles que je veux, j'en ai plusieurs. Je délègue doucement, mais c'est très compliqué de déléguer parce que, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'aime beaucoup mes employés, mais je préfère travailler au maximum. Mais il faut travailler sur la délégation. Il faut également prendre beaucoup de recul, en effet, parce qu'on a souvent tendance à partir dans le truc, à être à fond. Et en fait, plus on est à fond et plus finalement on va perdre les pédales. Et c'est bien de se poser de temps en temps et de se dire, mais attends, qu'est-ce que je voulais de base, et de revenir à l'essentiel. Et ça s'accompagne aussi de l'humilité, parce que c'est bien de réussir en étant chef d'entreprise, mais il faut quand même garder les pieds sur terre. Malheureusement, pas tous les chefs d'entreprise ont ça aujourd'hui, et c'est ce qui leur coûte un petit peu, parce que personnellement, je préfère donner de l'argent à quelqu'un qui est humble et qui réussit tranquillement dans son coin, plutôt qu'à quelqu'un qui est vulgairement grande gueule. Et j'ai pas forcément envie de lui donner de l'argent, je préfère donner à la personne plus discrète qui doucement creuse son trou, entre guillemets. Donc je pense que c'est important d'être humble. Merci. Ben, en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec Gabi. Alors, pour répondre à ta question, Naomi, je vais dire oui et non. Parce qu'aujourd'hui, je suis seul, donc du coup, j'ai le poste que je voulais, dans le sens où il y a des choses que je fais, que je voulais faire absolument, développer des services, etc. Mais par contre, j'ai pas le poste que je voulais quand je commence à travailler justement sur la partie comptable, administrative, financière, enfin toutes ces choses-là en fait qui sont rédhibitoires pour moi. Il y en a qui aiment, hein, et c'est tant mieux. Il en faut, il faut tout pour faire un monde, mais moi en tout cas, c'est vraiment pas mon truc. D'où l'intérêt effectivement de pouvoir déléguer ou d'externaliser, mais comme le disait Gabi, en fait vous pouvez pas le faire. Déléguer ou externaliser, ça veut dire faire confiance à quelqu'un, demander à quelqu'un de faire quelque chose à sa place. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. La délégation, c'est pas je refile quelque chose à mon collaborateur, à mon employé, et puis démerde-toi pour le faire. Non, non, il y a une objectivation à mettre en place, savoir ce qu'on attend de lui. On lui fait confiance effectivement. On permet à son collaborateur de monter en compétence en général, parce qu'on va lui donner quand même quelque chose d'un peu challengeant. Mais en même temps, faut pas dire simplement, ok, tu te débrouilles, tu fais quoi. Donc ça veut dire que quand on délègue, que ce soit à un collaborateur ou à un professionnel, genre un comptable ou quelque chose comme ça, il faut quand même effectivement s'intéresser à ce qu'il ou elle fait et comprendre un minimum de choses. Alors, moi, j'ai pas fait l'EGC, mais j'ai eu la chance de faire un parcours de formation bien plus tard dans ma vie. Je vois que j'ai une amie qui a fait ça aussi, qui est présente aussi, où effectivement le but de la formation c'était de comprendre, d'être en mesure de comprendre au moins les bases des grands postes stratégiques d'une entreprise, que ce soit le marketing, le commerce, mais également la finance, la stratégie, la supply chain, etc. Et maintenant effectivement je me sens beaucoup plus à l'aise là-dessus. Ça a été d'ailleurs l'événement déclencheur. J'étais longtemps salarié et c'est cette formation-là en fait qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas fait pour être salarié. Mais voilà, ça veut dire que derrière tout ça, vous avez de la chance, vous êtes dans un dispositif qui vous accompagne pour avoir un vernis au moins sur ces compétences-là. Ne les négligez pas. Et justement, c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment choisir, pour moi, le poste que vous voulez tenir dans votre entreprise. C'est-à-dire que vous saurez que vous pourrez déléguer soit à un collaborateur en interne, soit à un prestataire extérieur, comme un consultant, certains pans d'activité, parce que vous saurez également ce que vous attendez et comment vous pourrez contrôler après que ce soit fait. Donc voilà, j'étais un peu long, mais sur la partie réponse à ta question, Naomi, j'ai la chance d'avoir le poste dont je rêvais et tous ceux dont je ne rêvais pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ce serait sympa. Ou les pépites, si vous avez des questions, ce serait super. Ça vous concerne un petit peu? Oh, bah c'est très bien.
pour rebondir sur ce que vous avez dit justement, je vais vous parler de moi. C'est que moi, mes parents étaient enseignants, tous les deux, dans l'enseignement. Le privé c'était inconnu pour eux. Et donc quand je leur ai dit, parce que j'étais sur ces bancs aussi de la fac en licence de droit, j'ai validé ma première année et quand je leur ai annoncé que je voulais tout quitter pour faire un CAP pâtisserie en candidat libre, ça a été un peu la douche froide. Surtout pour mon père. Mon père qui me voyait déjà avocat, travailler à Paris et tout ça. Quand je lui ai annoncé ça, il me répète encore aujourd'hui, il avait le gâteau bloqué au fond de la gorge. Littéralement. Ça a été très compliqué, hein, personnellement. Peut-être que vous avez ces situations-là. J'ai pas parlé à mon père pendant quelques mois. Mutuellement, c'était une décision réciproque. Il voulait pas me parler, je voulais pas lui parler. Mais je me suis accrochée à ce rêve. Parce que c'était un rêve de petite fille de monter mon salon de thé. Et je me suis accrochée à ça, ça a été très compliqué. Je dirais même que ce qui a été plus compliqué, ça a été l'acceptation de mon projet par mon entourage. Ils savaient que j'étais passionnée, mais c'était quand même compliqué de voir sa fille, sa sœur, partir dans une branche inconnue. Parce que, à savoir que toute ma famille est dans l'enseignement, donc ça m'a pas facilité la tâche. Et c'est vrai que c'est mystifié, comme vous disiez, l'entreprise, c'est quelque chose qui est mal vu, dans le sens où oui, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui roulent en Porsche, mais en fait, oui, majoritairement, c'est l'image, hein. C'est le cliché. Bientôt, j'ai encore ma petite guette, malheureusement. Mais c'est vraiment un cliché, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Regardez, enfin, je ne suis pas plus intelligente que vous. Il faut juste s'accrocher à vos idées et vous donner les moyens. Et une petite anecdote, c'est que ma coiffeuse voulait ouvrir son salon de coiffure. Et elle en a parlé à son patron. Son patron lui a dit « Ah non, non, tu ne devrais pas, c'est beaucoup de responsabilités. » D'accord, mais pourquoi toi tu le fais ? Pourquoi toi tu prends le risque et pourquoi elle ne le ferait pas ? Parce qu'en fait, on essaie un petit peu de vous... Pas tout le monde, mais c'est un peu l'image qu'on donne, c'est quand vous êtes patron, on essaie un petit peu de démotiver ses salariés parce que finalement on a besoin d'eux, alors que finalement vous aussi vous pouvez vous lancer, hein. C'est juste beaucoup de paperasse, énormément d'administration, de CAFAT, de comptables, beaucoup de comptabilité aussi, mais c'est tellement gratifiant et c'est tellement une fierté après de regarder ce que vous avez fait, de vous dire ça je l'ai fait de A à Z. Donc c'est sûr que c'est compliqué, que ça fait peur, mais il faut se lancer. Vous avez la chance d'être dans Pépite et d'avoir plein de personnes qui sont là pour vous, et il y en a énormément. Et quand j'ai monté ma boîte, je ne savais pas qu'il y avait Initiative NC, je ne savais pas qu'il y avait Pépite. J'avais postulé vite fait sans savoir ce que c'était. Et pourtant, il y a énormément d'organismes, surtout en Nouvelle-Calédonie. Je trouve que c'est l'environnement le plus propice pour monter sa boîte, parce que c'est pas un pays comme la France, c'est un petit pays, certes, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais justement, c'est là où, si vous voulez vous faire vos armes, c'est le meilleur endroit, je trouve, pour le faire. Mon rêve, c'était de monter un truc en Nouvelle-Zélande. Je préfère le faire ici parce que j'ai ma famille, j'ai mon réseau. En Nouvelle-Zélande, je connais personne, c'est des lois différentes. Donc peut-être dans quelques années, je le ferai, mais faites-le ici, franchement. Essayez pas de partir ailleurs, c'est bien d'aller découvrir ailleurs, mais si vous voulez monter votre business, je trouve que c'est le meilleur endroit pour le faire, c'est ici. Et en plus, vous êtes aidés et vous avez juste à ouvrir votre annuaire et voir toutes les aides, Initiative NC, Pépite, l'ADI. Il y a plein de choses, franchement, et même les banques sont de plus en plus ouvertes pour ça, même si vous êtes jeune et sans expérience. Il y a les business angels aussi, c'est pas mal. Bravo, merci madame, parce que vous m'avez rappelé un truc quand même qui est excellent, qui est fondamental, c'est qu'on en a pas parlé du tout, mais c'est la motivation. Et là, vous avez entendu l'émotion, en fait, l'énergie qu'a Gabi quand elle parle de son projet. Non, mais la motivation, c'est peut-être même la source c'est l'énergie en fait qui va faire que vous allez réussir votre projet. Si vous n'avez pas cette motivation-là, si vous n'y croyez pas, n'y allez pas. Maintenant, on peut prendre aussi les exemples des pays nord-américains notamment où ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave, ça marche pas, c'est pas grave. Dites-vous bien que vous allez sortir quand même plus grande ou plus grand de cette expérience. Et ça, c'est ça qui est fondamental. Et c'est peut-être ce qui va faire que quelqu'un va vous repérer
un employeur ou même un futur associé qui va se dire tiens, en fait, bon, ça n'a pas marché son truc d'éponge là, mais en fait, il y a peut-être une autre façon de le faire et il va venir te voir. Et surtout, ouais, j'aime beaucoup l'exemple du salon de coiffure parce que ça me rappelle quelque chose. Quand j'ai voulu commencer, je vais chez un copain qui a un commerce, je dirais pas de quoi, sinon vous risquez de l'identifier. Et puis je lui dis ben voilà, en fait, je quitte une situation extrêmement stable. J'étais cadre à l'OPT, fonctionnaire. Je quitte mon statut de cadre fonctionnaire de l'OPT pour monter ma boîte. Mais t'es fou! Je vous dis pas les mots, les superlatifs qu'il a utilisés parce que ça risque de faire siffler des oreilles. Mais t'es fou, malin! Ben non, pourquoi? Ouais, tu te rends pas compte, c'est dur d'être entrepreneur, machin, etc. Ben ouais, mais j'ai envie de faire ça. Ouais, mais t'es fou, voilà. Bref. Au bout d'un quart d'heure, je sors de son magasin, je me dis, t'es en train de faire une connerie, Jean-Marc, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis je sais pas pourquoi, je me retourne, je le regarde. Et puis le gars, je le vois en fait habillé en super truc Ralph Lauren, la montre machin, truc machin. Et puis je le vois sortir du garage avec une voiture qui devait coûter dans les 10 millions. J'ai effectivement, la vie d'entrepreneur, ça a l'air d'être super dur, quoi. Donc du coup, ça m'a donné envie de continuer. Voilà. Oui, moi je voulais ajouter quelque chose. On s'est concentré pas mal sur le rôle de chef d'entreprise, mais c'est un rôle. Un rôle, donc il y a des méthodologies, il y a des approches, il y a des outils. Et on peut les utiliser de la manière qu'on veut. C'est à vous de décider quel chef d'entreprise ou quel chef du start-up vous voulez être. Mais en tout cas, le truc le plus important, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien, un conseil, c'est soyez dans la collaboration. On peut dire délégation, mais la collaboration, c'est une autre façon de voir les choses. La collaboration, elle est hyper importante. Tout à l'heure, je vous ai parlé de soyez ouverts, posture d'ouverture. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance qu'on ne peut pas collaborer. Tout est capacité, on est tous entourés de personnes qui sont là pour nous enrichir d'un truc à l'autre. En fait, voilà, on est toujours là, il faut toujours collaborer. On parle de réseau, c'est pas parce qu'il y a des intérêts, mais il y a une possibilité de collaboration, il y a une possibilité de grandir tous ensemble. Donc voilà, c'est juste ça. Il ne faut pas aussi que ça soit le rôle de chef de projet, de chef d'entreprise, ne doit pas être le driver. En fait, vous devez être passionné. Il faut quelque chose qui vous drive et que ça ne soit pas une croyance. Je veux dire un truc. Je crois qu'il faut que les voitures soient sur quelque chose 100% bio. Donc c'est une croyance. Il faut être au-delà de ça, il faut quelque chose qui est beaucoup plus de la patience, parce que c'est la seule qui va pouvoir être confrontée et challengée dans le temps. Et une autre chose qui est très importante, c'est de savoir pivoter. La croyance va vous limiter dans la capacité à pivoter. Or que la passion, c'est un contexte, c'est un cadre qu'il a, mais que vous pouvez toujours pivoter pour en fait arriver à votre vision d'une manière ou d'une autre et dire si des fois elle est pas. Vous avez écrit ça tout à l'heure et j'ai été tout à fait d'accord avec vous. Donc des fois il faut dire non. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet-là. Mon idée est arrivée au stade de projet, mais du projet à stade d'entreprise, ça rame. Pourquoi ça rame? Est-ce que j'ai les bons indicateurs? Est-ce que toute ma checklist que j'ai checkée a été bonne, pas bonne? Quelle est la conclusion? À un moment donné, il faut dire, voilà l'état des lieux. Quelle est la décision à prendre? Je retente encore 1 mois ou pas? Je pars dans un sprint de 2 mois ou quoi? C'est un long de sprint de 2 mois. Mais est-ce qu'on part sur... Il faut être dans l'itération. Et du coup, l'itération, ça va vous permettre de dire à un moment donné, c'est bon, c'est pas suffisant, je ne vois pas le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Toujours contextualiser. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Peut-être dans le futur, il y aura un marché. Mais à un moment donné, il faut pouvoir pivoter et se dire, voilà, à un moment donné, je dois prendre une décision. Et cette décision, ça doit se baser sur un état des lieux, un bilan de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à l'instant T. Donc, voilà. Vous voulez peut-être ajouter autre chose? Vous avez d'autres questions? Il y a des questions? Moi, juste une petite dernière phrase de fin, parce qu'on a été très sérieux. Ça a peut-être mis un petit peu la pression. Ce que je voudrais vous dire, en fait, pour conclure, c'est surtout le principal, c'est amusez-vous. Mais vraiment, amusez-vous. Kiffez, comme on dit, vraiment. Et laissez-vous surprendre par ce qui va arriver demain.
N'essayez pas forcément de tout contrôler. Et dans les journées qui sont peut-être un peu difficiles, le soir, vous vous couchez, vous te dites allez, je me laisse surprendre par ce qui va se passer demain. Si ça se trouve, je ne suis pas capable vraiment d'imaginer comment ça va se passer. Il peut y avoir des bonnes surprises, des mauvaises. Et dans les moments inconfortables, dites-vous que c'est une super occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Il n'y a pas de choses positives ou négatives. Il faut sortir ce vocabulaire-là. Il y a des choses confortables, inconfortables, et dans les inconfortables, il y a toujours des choses à apprendre. En fait, il n'y a rien de négatif. C'est juste des choses encore que l'on n'a pas forcément compris sur le moment et qui vont servir après. Mais surtout, amusez-vous. Voilà, on est d'accord? Ouais. Merci à tous, merci aux intervenants, Maëva aussi, et merci à vous d'être venus et de nous avoir écoutés aujourd'hui. Donc on se retrouve le mercredi 8 septembre 2021 pour un 3e Café sans filtre, de 17h30 à 19h, et on aura également la remise du prix Pépite. Donc si vous souhaitez intervenir dans le prochain Café sans filtre, vous avez en bas une adresse email où il faudra envoyer un message pour s'inscrire. Et voilà, et si vous souhaitez inviter des gens également, ce sera la bienvenue. Je vous remercie, passez une bonne journée.